troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Woutibal Koumaba, consultant en gestion des conflits, de nos éditeurs Malika Cha et Grâce Okindikiza. Et tout de suite, direction l'Algérie, où le président Abdelaziz Bouteflika a bouclé ce vendredi 17 avril la première année de son 4e mandat à la tête de l'État. Un an après sa réélection, les Algériens s'interrogent de plus en plus sur son état de santé et la réalité de l'exercice du pouvoir. Kekeli Afeto. Qui détient le pouvoir en Algérie? La question est sur toutes les lèvres dans ce pays d'Afrique du Nord, alors que le président de la République Abdelaziz Bouteflika arrive au terme de la première année de son 4e mandat. L'Algérie est en proie à de nombreuses menaces et les défis imposent la mobilisation de toutes les énergies du pays. Pour certains observateurs, c'est la gestion même du pouvoir au sommet de l'État qui polarise toutes les attentions. Les Algériens ont l'impression que les choses sont bloquées. Le président est absent, il ne s'est pas adressé à la population depuis avril 2014. On n'a pas écouté sa voix, il ne se déplace pas à l'intérieur du pays, il n'a réuni que 2 fois le Conseil des ministres, il ne se déplace pas à l'étranger, et donc il a promis de réviser la Constitution, le projet n'est pas encore venu. Il y a actuellement les prémices d'une crise économique puisque l'Algérie a perdu presque 15 milliards de dollars en raison de l'effondrement des cours pétroliers. Il y a des affaires de corruption un peu partout. Et donc, les Algériens ont ce sentiment que le pays est mal géré. Nombreux sont les Algériens qui ont le sentiment d'être dans un bateau sans véritable capitaine à bord, en dépit de la révision constitutionnelle de décembre 2008 qui permet au président de la République de s'arroger l'essentiel des pouvoirs. Mais le président Bouteflika semble très diminué depuis son accident vasculaire cérébral d'avril 2013. Les Algériens se posent des questions. Où va-t-on? Est-ce que le pays va continuer à être comme ça, pris en otage par le président Bouteflika et par son entourage, ou est-ce que les choses vont changer? L'opposition propose une transition démocratique, propose de changer les choses, mais là on n'a pas l'impression que le pays évolue malgré les moyens qu'il a, les moyens matériels, les moyens humains et financiers. Un état de santé qui n'a pas dissuadé Abdelaziz Bouteflika de postuler pour un 4e mandat à la tête de la magistrature suprême. Plus grave, le pays connaît l'une des pires crises économiques de son histoire du fait de la chute des cours du pétrole. L'Algérie tire plus de 95% de ses revenus externes de l'exportation des hydrocarbures et importe plus de 60 milliards de dollars de produits et services. Malik, est-ce que c'est le président Bouteflika qui gouverne encore aujourd'hui l'Algérie? Question lourde de sens. Vous savez, l'opacité du pouvoir algérien est connue depuis longtemps. Depuis 1962, on ne sait pas où sont les centres de décision. Alors oui, il y a des observateurs qui disent c'est le frère, d'autres qui disent ce sont les généraux. Mais ni vous ni moi ne savons véritablement au jour d'aujourd'hui qui gouverne l'Algérie. Nous avons peut-être une réponse que nous avons déjà donnée. Si nous disons peut-être que c'est son frère, on sait qu'il est très influent. Ça me semble plausible. On le sait, on a vu ses nombreuses apparitions, notamment lors de grands sommets. Donc il n'est pas impossible qu'il soit à côté de son frère, le président. Maintenant, cette ambiance me fait rappeler un peu l'ambiance de fin de règne du président Boumedienne en 1978, quand il était malade, et quand il y a eu ces spéculations autour de son état de santé, où est-il alors qu'il se soignait en Russie et qu'il recevait des traitements. On est dans la même période. Bien évidemment, le contexte international a changé, le contexte national aussi a changé. Nous sommes dans un pays qui est un peu plus démocratique qu'au temps de Boumedienne, d'où cette effervescence aussi de l'opposition. Vous avez une coordination nationale du changement maintenant qui réunit plusieurs têtes, je dirais, dont Ali Benflis, le fameux challenger de l'élection précédente, Sofiane Djilali de Djil Jadid. Donc voilà, c'est difficile de dire aujourd'hui qui gouverne. Parce que moi, quand j'entends « oui, c'est les généraux, oui, c'est le frère du président », c'est un mot que j'utilise tout le temps, je suis perplexe. Est-ce qu'on est à l'intérieur du sérail? On ne l'est pas. Et c'est la force du pouvoir algérien, c'est cette opacité, parce qu'il peut faire croire tout et n'importe quoi, je dirais. Grâce, vous êtes d'accord, c'est une force, cette opacité? Je ne suis pas sûr, parce que c'est justement cette force. Parce qu'il a parlé, bon, il connaît bien l'Algérie, c'est son pays. Il y a son frère Saïd, Bouteflika, il y a aussi les généraux, notamment le général Taoufik, qui dirige la direction des renseignements de la sécurité. C'est bien que c'est surtout, le pays est dirigé par une sorte de, je ne dirais pas conflit, mais disons des oppositions entre la famille et les généraux. C'est bien que dans ce pays,
souvent c'est le candidat ou c'est lui qui va se présenter, il est parrainé par les généraux. Et d'ailleurs, certains disent que Bouteflika n'aurait pas pu se présenter pour un autre mandat s'il n'y avait pas un problème pour désigner un autre successeur. Donc, ce qui fait que on voit bien, ce n'est pas Bouteflika qui dirige le pays, mais c'est vrai qu'il y a d'autres forces. En même temps, on se demande, les Algériens, ils aimeraient bien voir la tête de celui vraiment qui dirige ce pays. Bon, c'est la démocratie, au moins, qui s'achemine. Le président se déclare incompétent, disons, inapte à diriger le pays, parce qu'il y a chaque fois, dans chaque élection, un certificat médical. Est-ce que le président, vraiment, il est capable de diriger le pays? Donc, c'est le problème qu'ils ont. Merci, messieurs. Dans l'actualité également au Kenya, après l'attaque de l'université de Garissa, l'enquête se poursuit. Les autorités recherchent notamment les sources de financement des terroristes d'Al-Shabaab. Ibrahima Djoumaba. Les locaux de la police antiterroriste kenyane ne désemplissent pas ces derniers jours. Des responsables d'organisations et de simples personnes soupçonnées de soutenir les Shabaab font des va-et-vient afin d'apporter des éclairages sur leurs activités. Les forces de l'ordre font un contrôle strict des visiteurs qui sont minutieusement fouillés. Ils veulent savoir qui nous sommes, qui sont les administrateurs de notre société, qui sont nos partenaires. Ils veulent connaître les gens avec qui nous travaillons. Depuis le début de ces enquêtes, les autorités ont gelé les comptes bancaires de ces personnes et organisations en attendant les résultats des investigations. Le Kenya a également suspendu les licences de 13 entreprises de transfert de fonds somaliens. Le gouverneur de la Banque centrale de Somalie s'est saisi de l'affaire. Il estime que le gel des comptes des sociétés de transfert d'argent va avoir de graves incidents sur la communauté somalienne du Kenya. Ces mesures auront de graves conséquences sur la vie des Somaliens qui vivent au Kenya. Le montant des opérations de transfert d'argent vers le Kenya est énorme. De nombreux Somaliens au Kenya comptent financièrement sur leurs parents basés à l'étranger. Pour sa part, la Commission des droits de l'homme du Kenya s'interroge sur la façon dont la liste des financiers présumés a été compilée. Elle craint que le gouvernement ne pénalise des innocents kenyans dans sa croisade contre les financiers et les sympathisants des Shabaab. Le chef de la police du Kenya devrait se pencher sur la question vendredi. Malik, est-ce que c'est une bonne stratégie de lutte contre un groupe terroriste de chercher sa source de financement? Comme on dit, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc effectivement, pour lutter contre une organisation terroriste, il faut cibler les sources de financement. Ce qui n'a pas été fait, par exemple, dans le cas de Al-Shabaab. Al-Shabaab et pour d'autres organisations terroristes, mais là, en l'occurrence, pour Al-Shabaab, qui avait plusieurs moyens de se procurer des financements. N'oublions pas que les Shabaab maîtrisaient encore, il y a peu de temps, des ports où il y avait des échanges, notamment avec la péninsule arabique. Maintenant, il y a des financements auxquels on n'aimerait pas toucher, peut-être, je ne sais pas, je ne dis pas ça comme ça pour susciter une quelconque atmosphère floue, mais il y a des financements qui ne sont pas très bien mis en évidence, notamment ceux des politiciens, ceux des grands propriétaires d'entreprises. Donc il y a des financements comme ça qu'on essaie de cibler, mais qu'on n'arrive pas à toucher par intérêt. Gracien, que sait-on aujourd'hui du financement de ce type de groupe comme Al-Shabaab? On parle de trafic de drogue, d'armes, de prise d'otages, de butin de piraterie. Finalement, oui, c'est ce qu'on dit, mais ce sont, disons, des pistes qui sont visibles. En général, il y a surtout au niveau des raquettes et des commerçants, parce que pour certains commerçants, ils les protègent. Il faut savoir que les El Shabab, c'est un mouvement de jeunesse des tribunaux islamiques. Parce qu'à un certain moment, en Somalie, après la guerre, après le départ de Siad Barre, ou après le problème qui s'est posé au niveau de la guerre entre l'Éthiopie et la Somalie, il y a eu des troubles dans le pays, il y a eu de l'insécurité. Ce sont finalement les tribunaux islamiques, les El Shabab, qui ont ramené l'ordre à un certain moment, qui ont pris le pays, sauf qu'ils ont viré vers ce côté islamiste. Mais il faut dire qu'on dit que l'ennemi de votre ennemi est finalement votre ami, parce que El Shabab aussi est aidé par certains pays voisins qui ne sont même pas des musulmans. On sait bien qu'il y a des pays comme le trafic se fait facilement avec l'Érythrée. C'est un pays qui est opposé à l'Éthiopie, qui a mené des guerres contre l'Éthiopie. Un pays qui est presque en guerre contre l'Éthiopie. Ce qui fait que El Shabab profite de ces relations qui sont tendues parce que l'Éthiopie aussi intervient en Somalie.
Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour. 7 Africains figurent dans le classement des 100 personnes les plus influentes au monde en 2015, publié le 16 avril par le magazine américain Time. Parmi ces 7 personnalités, on trouve entre autres le nouveau président nigérian Muhammadu Buhari, le président tunisien Béji Caïda Essebsi et, plus surprenant, le chef du groupe terroriste Boko Haram, Aboubacar Shekau. Malik, que pensez-vous de la présence d'Aboubacar Shekau, le leader du groupe Boko Haram, dans ce classement? Tout d'abord, j'ai envie de dire, je suis un peu surpris par ces classements de personnalités influentes ou pas. Comment on mesure l'influence d'une personnalité? Ça m'étonne. Après, effectivement, il est dans les médias, puisque malheureusement, ses exactions sont courantes. Alors maintenant, si on mesure l'influence des personnes selon peu importe leur activité, ça ne m'étonne pas. C'est une présence qui ne m'étonne pas. Malheureusement, elle est à déplorer. Donc voilà, j'ai toujours comme je vous l'ai dit, ce problème avec l'influence. C'est pas quelque chose qui se mesure. Je pense qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus influentes en Afrique qui ne sont pas citées ici dans ce classement. Vous partagez l'avis de Malik, Gratien? Oui, en fait, le problème, c'est qu'on dit les personnes influentes, mais c'est peut-être qui influence négativement la société, on peut le dire. Mais en même temps, ça dépend du classement. Il y a des présidents qui ont bien fait en Afrique, qui ont bien travaillé. Il y a des gens qui ont fait beaucoup de choses de la société civile, qui ne sont pas cités. C'est un classement vraiment purement, peut-être avec un regard américain, que nous, on n'arrive pas à maîtriser. Woutibal. Oui, moi, ce qui me choque dans tout ça, c'est chaque fois on essaye de ressortir le côté négatif quand on parle de l'Afrique. C'est toujours, en fait, Shekau terroriste, une personne le plus influente, alors qu'à côté, il y a beaucoup de personnes, comme l'a souligné Cassien, qui font des choses, mais qui sont des bonnes choses, des bonnes actions, mais qu'on ne connaît même pas. Il y a des pays qui marchent bien, on n'en parle pas, on parle juste de la conflictualité, la tristesse, le malheur, la maladie, ceci, cela. Donc voilà, parce que ce sont des sujets peut-être mobilisateurs, mais voilà. Merci, c'est à présent la fin de cette émission et de cette semaine consacrée à la lutte contre le terrorisme. La semaine prochaine sera consacrée aux personnes en situation de handicap sur le continent. Woutibal Koumaba, merci d'avoir été avec nous. Merci. Malik, merci également. Merci Fanny, ce fut un plaisir comme d'habitude. Et Gratien, merci. Merci Fanny, bonsoir à tous. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.